Bonsoir. Il y a plus de 3 millénaires, au cœur de la Méditerranée, disparaissait sur les îles de la Crète une civilisation extraordinaire, celle des Minoens. Ce soir, Science Grand Format vous emmène dans les vestiges antiques de la cité de Knossos pour tenter de comprendre l'incroyable essor, mais aussi l'effondrement brutal de la première grande civilisation européenne. Nous nous rendrons dans le luxueux palais de Knossos, qui est à l'origine de nombreux mythes et légendes. Beaucoup associent en effet ce monument imposant au labyrinthe de Dédale, dans lequel a été enfermé le Minotaure, cette créature mi-homme, mi-taureau. Les archéologues que nous allons rencontrer ont pu estimer l'étendue de la ville, qui comptait sans doute plus de 30 000 habitants. Des peintures murales montrent aussi la place prépondérante qu'occupaient les femmes au cœur de cette civilisation audacieuse. Dans cette région, régulièrement soumise aux tremblements de terre, les bâtisseurs de l'époque ont pu construire des édifices de plusieurs étages capables de résister aux secousses sismiques. Est-ce d'ailleurs une série de catastrophes naturelles de grande ampleur qui a mis fin à la culture minoenne et ainsi favorisé l'arrivée des envahisseurs grecs? En effet, des traces de leur passage ont été retrouvées dans l'architecture des bâtiments minoens. C'est ce que vous allez découvrir avec ce documentaire. Crète, enquête sur les derniers minoens, c'est tout de suite et à retrouver sur France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Les vestiges antiques de Knossos, en Grèce, sont le cœur d'une civilisation qui a disparu il y a plus de 3 millénaires. La mystérieuse civilisation minoenne. La construction de Knossos relève de l'exploit. Ces bâtisseurs ont vécu plus d'1 millier d'années avant les Grecs et les Romains. Knossos a autrefois abrité un peuple légendaire et précurseur. Un peuple d'ingénieux bâtisseurs qui pourrait bien avoir inspiré le mythe de l'Atlantide. Mais qui étaient les Minoens? Et pourquoi ont-ils soudainement disparu? Des scientifiques font appel aux technologies les plus avancées pour mettre au jour un monde perdu créé par la toute première grande civilisation d'Europe. Les Minoens avaient un mode de vie qui n'existait pas ailleurs et qui a duré plusieurs millénaires. Des catastrophes naturelles successives ont-elles provoqué le déclin de cette société remarquable? Cette énorme vague de plusieurs dizaines de mètres de hauteur a tout détruit sur son passage. Ou des envahisseurs ont-ils entraîné sa chute? Pour résoudre ces mystères, nous allons plonger dans les entrailles de Knossos, la capitale minoenne. Nous allons découvrir des chambres enfouies et des codes secrets qui révéleront l'histoire incroyable de cet empire perdu. Knossos se trouve sur l'île grecque de Crète. C'est l'une des mégastructures les plus mystérieuses du monde antique. Bâti il y a 4000 ans, c'était un des sites les plus spectaculaires d'Europe. Quand Athènes n'était encore qu'un village, Knossos avait déjà 500 ans. À cette époque-là, il n'existait nulle part ailleurs en Europe un tel niveau de sophistication. De nouvelles découvertes pourraient enfin expliquer l'essor et le déclin de la civilisation extraordinaire qui vivait là, les Minoens. Qui était ce peuple antique? Et pourquoi a-t-il disparu? Ce vaste ensemble de vestiges s'étend sur l'antique territoire crétois. Au cœur du complexe se trouve une chambre luxueusement décorée et dotée d'un mystérieux trône sculpté dans la pierre. Cette chambre est entourée de 1500 pièces, toutes reliées par un ahurissant labyrinthe de couloirs. À l'époque, des colonnes de 3 mètres de haut soutenaient les 4 étages du bâtiment. À quoi servait réellement ce complexe? Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie antique a-t-il inspiré des mythes et des légendes? Les Grecs pensaient que Knossos était autrefois la demeure d'un roi qui avait emprisonné une bête féroce dans un mystérieux endroit. Le labyrinthe de Dédale. La bête terrifiante était une créature mi-homme, mi-taureau appelée le Minotaure. Selon l'archéologue Kostis Christakis, les clés pour comprendre l'origine de ces mythes se trouvent dans les vestiges de Knossos.
C'est l'une des plus grandes prouesses techniques de l'histoire de l'architecture antique. Mais pourquoi Knossos a-t-il donné naissance au mythe du labyrinthe? Costis étudie des indices cachés dans la structure qui pourraient apporter des réponses. C'est un réseau complexe de chambres, de longs couloirs et de balcons qui donne l'impression d'être dans un labyrinthe. Au sous-sol, on trouve un impressionnant dédale de couloirs et de recoins étroits sur des centaines de mètres. On pourrait très facilement s'y perdre. Sur les murs, dissimulés sous une couche de plâtre, on retrouve de mystérieux symboles gravés dans la pierre à travers tout le palais. Ces inscriptions pourraient-elles dévoiler les secrets de cet étonnant labyrinthe? Ce dédale a-t-il inspiré le mythique labyrinthe du Minotaure? Costis pense que la complexité architecturale de Knossos a beaucoup influencé les mythes et les légendes. On se trouve dans cette zone. Vous voyez? Cet ensemble occupe la majeure partie de Knossos. C'est à ça que ressemble un labyrinthe. Mais c'est le symbole d'une arme gravée par ses bâtisseurs qui pourrait expliquer d'où le labyrinthe tire son nom. Là, on voit les lames d'une hache à double tranchant gravées dans la roche. En grec ancien, cette arme s'appelait un labris. Des siècles plus tard, alors que les Grecs régnaient sur la Crète, ils se sont peut-être inspirés de ces symboles pour donner son nom au palais. Voilà pourquoi, dans la mythologie grecque, Knossos était appelé le labyrinthe du Minotaure, le monstre mythique. Knossos semble avoir le mot labyrinthe écrit sur tous ses murs. Mais ces labris ont été gravés des centaines d'années avant que les mythes grecs ne soient créés. Leur véritable signification pourrait-elle expliquer à quoi servait Knossos? Ces marques ont été gravées sur des pierres utilisées pour la construction d'importants édifices. Ce sont les symboles du pouvoir politique et religieux. Tel un code antique, ces symboles révèlent le statut politique de Knossos. Alors, quelle était la fonction de ce bâtiment? Était-ce une simple demeure royale, comme le suggère sa décoration luxueuse? Les gens pensent que Knossos n'était qu'un palais, mais c'était bien plus que ça. Les pitoïs, ces grandes jarres retrouvées à l'intérieur du monument, prouvent qu'il avait une fonction bien plus complexe. Dans ces jarres, on conservait de l'huile d'olive, du vin, des figues et des céréales. Ces denrées étaient la pierre angulaire de toute une économie. Cette importante capacité de stockage montre que Knossos gérait une vaste communauté minoenne. C'était plus qu'un palais. C'était le centre politique, administratif et économique de la cité de Knossos. Ainsi, même s'il ressemble beaucoup à un labyrinthe, Knossos était en fait doté d'une conception ingénieuse et flexible qui permettait de s'adapter à une population croissante. C'était un espace aux multiples fonctions, grâce à la façon dont on pouvait le réorganiser. La grande pièce était divisée en plusieurs petites pièces. De grandes portes en bois qui pouvaient se fermer compartimentaient le complexe de Knossos. Cloisonner cet espace permettait de transformer ce labyrinthe en une série d'ateliers et de pièces individuelles. Les tisserands travaillaient à côté des potiers et des scribes qui faisaient l'inventaire des stocks. Le bâtiment s'élevait sur 4 étages. On pouvait alors créer plus de 1500 pièces afin d'accueillir une armée d'artisans. Mais quelle taille faisait la ville que ce palais a administrée il y a 4000 ans? Pour mieux évaluer son ampleur, Costis doit se rendre au-delà des limites actuelles de Knossos.
Le plus incroyable, c'est que l'on trouve encore aujourd'hui des morceaux de poterie dans les champs environnants, ce qui indique que les Minoens vivaient ici il y a des milliers d'années. On retrouve des fragments de poterie partout dans ce champ. Ah, comme celui-ci. C'est la base d'un petit récipient. Il s'agit d'un coquetier. On sait qu'il est minoen grâce au type d'argile utilisé, au traitement de sa surface et aux marques de fabrication. On peut même voir les traces des doigts du potier qui a lissé la surface extérieure. Ces vestiges permettent d'estimer la taille de Knossos à l'époque minoenne. Aujourd'hui, Kostis va utiliser un drone pour avoir un nouveau point de vue sur l'agglomération d'origine. Le drone montre à quel point la cité était vaste. Elle s'étendait sur 120 hectares et comptait environ 30 000 habitants. Les Minoens ne sont peut-être pas aussi connus que les Grecs ou les Romains, mais ils ont bâti la première grande civilisation d'Europe. Les découvertes qu'on fait ici changent notre façon d'appréhender le monde antique. L'agencement complexe du palais a permis de subvenir aux besoins de toute une ville et a inspiré le mythe du labyrinthe. Les anciens Grecs pensaient que le palais de Knossos était la demeure du roi Minos, qui a emprisonné le Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau. Cette légende a semblé presque réelle lorsque des archéologues ont mis au jour un complexe ressemblant à un labyrinthe où se trouvait une salle du trône. C'est le plus beau trône jamais retrouvé jusqu'au XVIIIe siècle. Mais excepté ce trône, on n'a retrouvé aucune trace d'un roi à Knossos. Les anciens Égyptiens, qui ont vécu à la même période que les Minoens, ont laissé derrière eux de grandes peintures murales représentant des pharaons divinisés. Les Minoens n'avaient pas ce qu'on appelle une iconographie royale. On a beaucoup d'images des pharaons égyptiens, mais les Minoens ne représentaient pas leurs dirigeants. Sans ces preuves, comment être sûr qu'un roi comme Minos a bien régné à Knossos ? La salle du trône est la pièce la plus importante de tout le palais. Ses murs somptueusement décorés et ses bancs en pierre indiquent que l'élite minoenne devait se réunir ici. Au centre, flanqué de 2 griffons, le trône finement sculpté dans la pierre semble prévu pour un roi. Mais un détail interpelle les historiens. À l'aube, au solstice d'hiver, le soleil est aligné avec la porte et illumine le trône qui se retrouve baigné d'une lumière sublime, presque surnaturelle. Était-ce le trône d'un roi ou le siège d'un puissant chef spirituel? L'archéologue Jan Driessen étudie les vestiges crétois depuis 30 ans, mais il n'a pas encore percé tous les secrets de cette chambre. La personne qui s'asseyait sur ce trône attirait tout de suite l'attention sur elle. Mais qui était cette personne? Ça reste un mystère. Jan pense que l'agencement de la pièce pourrait indiquer sa fonction. L'archéologue utilise une boussole pour déterminer son orientation. J'aligne ma boussole avec le nord et je vois qu'au solstice d'hiver, le soleil doit se lever plus ou moins ici. La lumière tombait donc directement sur la personne qui s'asseyait sur le trône. C'est une vraie mise en scène, c'est du théâtre, et c'est exactement l'effet recherché. D'autres éléments de cette pièce étaient également très importants, car eux aussi étaient frappés par les rayons du soleil à certaines dates clés du calendrier solaire. Au solstice d'été, la lumière inonde ce coin en contrebas. C'était sûrement un bassin qui servait à la purification rituelle. À l'équinoxe de printemps, la lumière frappe directement cette porte. Chaque élément de cette pièce a été disposé de façon à mettre en valeur certaines actions et certaines personnes à différents moments de l'année. Cette chambre n'était pas seulement le siège du pouvoir. C'était aussi un lieu spirituel pour les cérémonies qui marquaient les saisons. Ce trône n'était peut-être pas celui d'un roi, mais celui d'un chef spirituel.
Tous ces éléments relient cette personne à des cérémonies et des rituels religieux. C'était peut-être un prêtre ou une prêtresse. Les peintures murales trouvées à Knossos montrent que les hommes et les femmes n'avaient pas le même statut dans la société minoenne. C'est l'une des plus belles œuvres minoennes, les Dames en bleu. Elle fait partie des premières fresques retrouvées dans ce bâtiment. Regardez bien tous les détails, les ornements dans leurs cheveux, les bijoux qu'elles portent, leurs vêtements. Tout est très détaillé et minutieusement représenté. Ce n'est jamais le cas pour les hommes. Eux, ils sont représentés de façon beaucoup plus simple. Ils portent juste une sorte de pagne, et c'est tout. Ça montre quelque chose d'essentiel pour la société minoenne, l'importance des femmes. Les femmes sont représentées dans presque tous les types d'art décoratifs. On voit qu'elles occupent une place très importante dans leur société, pas seulement dans les cérémonies et les rituels religieux, mais aussi dans le domaine de la politique. D'autres signes montrent qu'à Knossos, la société s'articulait autour de la religion. Une image apparaît à de nombreuses reprises. Celle du taureau. Cet animal était-il au cœur de la foi minoenne? Tous les visiteurs du palais passaient par cette rampe. Et juste au-dessus, il y a la représentation d'un taureau. Sur ce magnifique bas-relief en plâtre, on voit un taureau qui charge. Le taureau est présent partout dans le bâtiment. C'est vraiment le symbole du palais de Knossos. Cet animal est un personnage clé dans le plus grand mythe qui existe en Crète, celui du Minotaure, le monstre mi-homme, mi-taureau. Toutes les histoires du Minotaure pourraient bien avoir pour origine cette imagerie du taureau qui a perduré après la destruction du palais. Mais pourquoi le taureau était-il si important à Knossos? Selon Yann, une curieuse peinture qui se trouvait à l'origine sur un mur de l'aile est du palais pourrait bien apporter la réponse. Ici, nous avons une scène remarquable. On y voit un voltigeur sauter au-dessus d'un taureau pour retomber dans les bras d'un autre acrobate. C'est ce qu'on appelle le sauter de taureau. C'est quelque chose qu'on fait encore au Portugal, en Espagne, en France et en Afrique. Vous voyez comme ces deux scènes se ressemblent? La différence, c'est qu'à l'époque minoenne, ils utilisaient sûrement des aurochs, un énorme animal préhistorique qui était l'ancêtre du taureau. Aujourd'hui, cette espèce a disparu. C'était un animal féroce, immense et sûrement très dangereux. On pouvait mourir pendant cet exercice. Cette étonnante prouesse acrobatique était plus qu'un sport. C'était l'occasion de montrer ce qu'on valait en tant qu'homme. Le sauter de taureau était aussi une sorte d'initiation, un rite de passage. En affrontant cet animal, on exhibait sa force. Certains archéologues pensent que les sautés de taureau avaient lieu ici. Yann mesure en pas la taille de cette cour. Aujourd'hui, la plupart des arènes de corrida font dans les 60 mètres de diamètre. La cour centrale de Knossos était-elle assez grande pour accueillir ce dangereux rituel? 200 pas. Cela représente 61 mètres, juste assez pour le sauter de taureau. Tous les événements importants de la société minoenne avaient lieu ici. Dans cette cour, on donnait de grands banquets. Les gens pouvaient applaudir les divertissements depuis les balustrades. Et l'une des activités principales était probablement le sauter de taureau. Mais comment les Minoens parvenaient-ils à faire entrer un énorme taureau dans le palais et à lui faire gravir les multiples étages jusqu'au centre du complexe? La réponse se trouve peut-être dans les vestiges de ces rampes en pierre. Ces rampes servaient à acheminer du matériel jusque dans la cour centrale. Elles ont aussi pu être utilisées pour amener les taureaux. La cour couvrait une superficie de 1500 mètres carrés. Une fois fermée par des bâtiments, elle pouvait servir d'arène pour le sauter de taureau.
Certains pensent qu'au début du spectacle, le taureau émergeait de l'une des extrémités de la cour et allait se mesurer au légendaire voltigeur minoen. Quand le taureau chargeait, l'acrobate essayait de sauter par-dessus l'animal, pour ensuite atterrir sain et sauf de l'autre côté. Les galeries des étages supérieurs étaient sûrement le lieu idéal pour assister au numéro et applaudir ses héros. Yann pense que la cour centrale de Knossos n'était pas qu'un simple lieu que les élites pouvaient observer de la salle du trône. C'était aussi un espace qui permettait d'unir le peuple. On maintenait la cohésion de la société grâce à tous les rituels et les cérémonies qui se déroulaient ici. Cette cour n'était pas seulement le cœur du palais, c'était aussi le cœur de la civilisation minoenne. À l'issue de la cérémonie, le taureau était sacrifié en offrande aux dieux. Mais si le sauteur se faisait encorner, il survivait rarement à ses blessures. Ce n'était pas l'antre du Minotaure, mais je suis sûr que toute cette imagerie du taureau est restée dans les mémoires pendant des siècles, de génération en génération. Et c'est ce qui a influencé les nombreux mythes inspirés par cet endroit. L'image qui émerge des vestiges de Knossos est celle d'une civilisation sophistiquée. Le palais de Knossos était situé dans une zone géographique particulièrement dangereuse. En Crète, la nature est à la fois belle et cruelle. Et ici, il n'y a rien de plus destructeur que les tremblements de terre. Il existe une faille sismique active à seulement 24 km au sud de la Crète. Chaque année, une trentaine de petits séismes secouent l'île. Ils terrorisent les civilisations méditerranéennes depuis des milliers d'années, et ce sont eux qui ont ébranlé les temples d'Athènes. Alors comment le palais de Knossos est-il resté debout pendant des siècles? Autrefois, d'énormes colonnes de 3 mètres de haut soutenaient les étages supérieurs du bâtiment. De l'extérieur, elles ressemblaient à des colonnes en pierre classiques. Mais sous la couche de plâtre se trouvait un tronc d'arbre massif qui pesait plusieurs centaines de kilos. Ensemble, ces colonnes soutenaient cet imposant édifice de 4 étages. C'était un véritable gratte-ciel pour l'époque. Mais pourquoi les Minoens ont-ils utilisé du bois plutôt que de la pierre? Était-ce une technique pour parer aux tremblements de terre? Ici, les colonnes en bois se sont décomposées depuis longtemps. Mais l'archéologue Rodney Fitzsimmons pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'intégrité structurelle du palais. Ici, on avait placé une poutre en bois, verticale. Il y en avait une ici et une autre là. Ces poutres faisaient partie d'une grande ossature en bois qui permettait de faire tenir le mur. À Knossos, c'est le bois qui soutient les éléments de construction les plus lourds du palais. Ce mur a été entièrement reconstruit. Ça nous permet d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblait l'ossature en bois. Les poutres forment une armature qui fournit une structure et une solidité au mur. Rodney pense qu'il a fallu plusieurs centaines de tonnes de bois pour faire tenir Knossos debout. Là, c'est une reproduction en béton. La colonne d'origine contenait un tronc d'arbre. Cette colonne est massive parce qu'elle devait supporter le poids de 4 étages qui s'élevaient juste au-dessus. Cette manière de disposer les troncs était totalement inédite à l'époque antique. La forme des colonnes minoennes est très particulière. Elles s'élargissent en montant. Elles sont très différentes des colonnes que l'on observe dans l'architecture classique, qui, elles, s'affinent vers le haut. Les scientifiques pensent que les troncs étaient retournés intentionnellement afin d'éviter que les arbres ne repoussent. Rodney est convaincu que le bois est l'arme secrète des Minoens qui a protégé le bâtiment des tremblements de terre les plus violents. Les vestiges des colonnes pourraient-ils nous permettre de savoir quel type d'arbre a été utilisé? Ce socle servait à surélever le bois pour le protéger de l'eau et de l'humidité.
Et il va nous être bien utile. En le mesurant, on obtient un diamètre de 35 cm, ce qui nous donne une petite idée du type d'arbre qui a été utilisé pour les colonnes. Armé de ces mesures, Rodney part à la recherche d'un arbre dont le diamètre pourrait correspondre. Pour lui, les Minoens disposaient de la matière première idéale juste devant le palais. Je n'ai fait que quelques mètres et me voilà au milieu d'un groupe de cyprès. Devant moi, il y a un excellent candidat. Il est solide, il est droit. On pourrait facilement le transformer en colonne. Les Minoens auraient pu raccourcir le tronc et l'enduire de plâtre afin de le peindre. Et si on le mesure, on obtient un diamètre de 33 cm. Il tiendrait donc parfaitement sur le socle de 35 cm. Rodney pense que les Minoens ont choisi des cyprès parce que c'est un bois souple et résistant, qui plie mais ne rompt pas, même sous une forte pression. Les cyprès sont résistants, mais ils sont surtout très souples. Alors quand il y avait un tremblement de terre, les murs pouvaient se courber et absorber les secousses et en sortir intacts. Comment le bois absorbe-t-il les effets d'une secousse sismique? Les colonnes en pierre sont solides et résistantes, mais rigides. Lors d'un séisme, elles risquent fort de s'effondrer. Les colonnes en bois de cyprès sont différentes. Le bois est composé d'innombrables fibres solides capables de plier et de glisser les unes sur les autres. Résultat, les colonnes sont robustes, mais peuvent plier sans casser. Lors d'un séisme, elles absorbent les secousses par leur base, ce qui réduit les mouvements au sommet et stabilise les étages au-dessus. C'est une technique ancienne mais efficace pour se protéger des tremblements de terre. Les Minoens ont conçu des bâtiments magnifiques, capables de résister aux secousses sismiques, ce qui en fait des ingénieurs impressionnants. La construction de Knossos relève de l'exploit. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces bâtisseurs ont vécu plus d'1 millier d'années avant les Grecs et les Romains. Les Minoens sont l'une des premières civilisations avancées du monde antique. C'est une nation insulaire qui a bâti une incroyable cité d'une ampleur inégalée en Europe. Mais où ont-ils trouvé les richesses nécessaires pour construire Knossos? La richesse de la société minoenne n'était pas limitée au palais. On la retrouvait à de nombreux niveaux, partout dans la société. Les Minoens ont réussi à créer une civilisation prospère et sophistiquée, alors que le reste de l'Europe ne construisait que de simples maisons. Une découverte à Knossos pourrait révéler l'origine de leur incroyable richesse. Quand les archéologues ont mis au jour l'entrée nord, ils ont déterré un mystérieux objet caché là depuis plus de 3 millénaires. Un ancien jeu de société. Le plateau en bois est luxueusement décoré. Il est incrusté de verre bleu, de cristaux de roche et d'or provenant de terres étrangères. Et il est doté de 4 pions taillés dans de l'ivoire d'éléphant. Ce jeu contient de multiples trésors venus de très loin. Si le commerce était la source de leur richesse, qu'offraient les Minoens en échange de tous ces objets de valeur? L'archéologue Thomas Brogan pense que la réponse se trouve sur une petite île située tout près de la côte, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Knossos. Derrière moi, on aperçoit la ville minoenne de Moklos. Ce village a conservé l'une des meilleures images du quotidien des Minoens. La cité minoenne s'étendait sur toute la longueur de l'île, du côté gauche à l'ouest jusqu'au côté droit à l'est. Il y avait non seulement des maisons sur la côte, mais aussi dans une bonne moitié de l'intérieur de l'île. On peut voir 4 grandes routes qui partent de la côte et qui traversent l'île en remontant vers l'intérieur.
La cité minoenne était constituée de quartiers de 4 à 5 maisons, réparties autour de ces routes. Il y avait des constructions partout, ainsi que des rues secondaires qui croisaient les voies principales. Moklos est une toute petite île. Mais Thomas pense qu'elle a joué un rôle clé dans le développement du commerce minoen avec l'étranger. Sur la rive, on remarque quelque chose de curieux. À gauche, il y a des murs en ruine qui semblent plongés dans l'eau. Et on dirait qu'une bonne partie de la maison a disparu dans la mer. Ces éléments indiquent un changement de paysage spectaculaire qui pourrait expliquer comment les Minoens utilisaient l'île. Dans cette région, en 4000 ans, le niveau de la mer est monté de 3,50 m. Actuellement, ici, le niveau de l'eau est de 2,30 m, ce qui veut dire que toute cette zone entre le village crétois et l'île de Moklos était à découvert. Ces ruines nous donnent une idée du mode de vie des anciens habitants de l'île. Voici la porte d'entrée d'une maison de la cité. C'est très intéressant. Il y avait un escalier pour rejoindre le premier étage. Les 4 premières marches sont encore visibles. Elles ont été taillées dans du grès. Ici, je suis dans la pièce principale, où on trouve la base d'une colonne. Elle devait soutenir une colonne en bois qui partait du rez-de-chaussée et se prolongeait probablement au 2e étage. La ville comptait un bâtiment dédié aux cérémonies et une trentaine de maisons importantes. Le niveau de la mer est monté jusqu'ici. Les eaux ont submergé les parties sud de ces habitations. Si l'on considère la taille moyenne des constructions minoennes, la façade sud de cette maison devait se trouver ici, juste au niveau actuel de la mer. À cet endroit, il faut s'imaginer un port rempli de bateaux. À l'époque, l'île de Moklos était reliée à la côte crétoise par une bande de terre. Là, c'était la plus grande rue de Moklos. De ce côté, on a un bâtiment merveilleusement conservé. Le mur fait 1,80 m de haut. C'était la façade ouest de la maison d'un ferrailleur qui importait du cuivre sous forme de lingots de l'île de Chypre. Ces lingots servaient à fabriquer des outils en cuivre pour les artisans de la ville. Et de ce côté, on a un mur en pierre de taille beaucoup plus impressionnant. C'était la façade orientale de l'aile sud-ouest du bâtiment cérémoniel ou administratif de la communauté minoenne. C'était un bâtiment très important. Là, on commence à voir la façon dont la rue se termine à l'approche du port. Il faut imaginer un isthme sur lequel la rue se prolonge et qui permettait aux marchands et aux artisans de traverser. De là où nous sommes, quand on regarde attentivement sous la surface de l'eau, dans cette zone ensoleillée, au large de la cité minoenne, on peut apercevoir les vestiges d'un mur. Il s'agit certainement des ruines de bâtiments de l'époque, aujourd'hui engloutis par la mer. Moklos était une formation naturelle extraordinaire. La bande de terre divisait la baie en deux et formait un port de chaque côté pour les flottes de bateaux. Chaque bateau importait jusqu'à 18 tonnes de marchandises par jour. Mais y avait-il également des exportations? Le pont de terre qui relie Moklos à la Crète s'est avéré essentiel pour cette île connue pour ses vents violents. Il a formé 2 criques. Quelle que soit la direction du vent, il y en avait toujours une pour protéger les bateaux lors des grosses tempêtes. Les Minoens ont exploité cette formation naturelle et s'en sont servis pour créer une grande marine marchande. Il y a 4000 ans, Moklos était un port débordant d'activité. C'était l'une des toutes premières plaques tournantes du commerce international. Les marchands s'aventuraient toujours plus loin et importaient un nombre impressionnant d'objets de valeur. Mais qu'est-ce que les Minoens exportaient pour pouvoir se les offrir? Les habitations de Moklos renferment quelques indices.
Là, on a un support qui servait à marteler. À côté, on a trouvé des outils en pierre comme ce percuteur avec lequel on frappait différents matériaux. On sait que c'est un percuteur grâce à tous ces petits éclats, ces marques qui sont apparues à force de frapper sur ce genre de support. C'est ce qui a permis aux archéologues d'identifier cette pierre comme étant un outil, et plus précisément un percuteur. Thomas pense que c'était autrefois un atelier où on fabriquait du parfum, à l'aide du produit le plus précieux que possédaient les Minoens, l'huile d'olive. Ici, on a retrouvé une bassine qui contenait sûrement de l'huile d'olive chaude. On pense que l'artisan rapportait des plantes aromatiques qui se trouvaient en abondance sur l'île. Il les broyait, puis les plongeait dans l'huile d'olive chaude. Ça produisait un parfum aromatique qu'on échangeait contre des produits qu'on ne trouvait pas sur l'île. Aujourd'hui, l'huile d'olive est l'un des produits les plus exportés par la Crète. C'est le fruit d'une longue tradition, puisqu'il y a 3500 ans, elle était déjà très demandée pour le parfum, la cuisine, la médecine et même le savon. Elle est devenue la monnaie qui a transformé les Minoens en une grande puissance commerciale. Les Minoens étaient capables de transformer l'huile d'olive en de véritables produits de luxe qui étaient très recherchés dans l'est de la Méditerranée. Grâce à cette huile parfumée, des ports tels que Moklos ont permis aux Minoens de fonder un vaste empire commercial avec des flottes de bateaux parcourant des milliers de kilomètres. L'huile était échangée contre des trésors, comme ceux utilisés pour fabriquer ce jeu de société spectaculaire. Ils importaient des cristaux de roche du Tadjikistan et d'Afghanistan, de l'or d'Égypte et de l'ivoire de Syrie. À cette époque-là, les Minoens avaient un mode de vie qui n'existait pas ailleurs et qui a duré plusieurs millénaires. C'est cet argent qui a permis de fonder Knossos et d'y mener un train de vie fastueux. Tout ce qu'on a trouvé dans ces maisons nous donne une bonne idée des richesses amassées, non seulement par les habitants de Moklos, mais aussi par tout le peuple minoen. Ces ports ont permis aux Minoens d'étendre leur influence et de propager leur culture à travers l'Europe et le Proche-Orient. Mais à l'apogée de leur empire, leur civilisation a soudainement disparu. Qu'est-ce qui a détruit la première grande civilisation d'Europe? L'archéologue Jan Driessen pense qu'une menace est arrivée de la mer. La deuxième plus grande cité de Crète après Knossos, la ville côtière de Palais-Castro, semble avoir été dévastée. On est en train de marcher dans une rue qui a 4000 ans. Cette rue est la plus importante de la cité et elle la traversait entièrement. Palais-Castro était la deuxième ville de l'île après Knossos. Il y avait de magnifiques maisons d'au moins 2 étages de chaque côté de la rue, mais aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. À l'origine, les demeures étaient entièrement couvertes de fresques et ornementées de poteries. La ville jouait un rôle majeur dans le commerce mondial. C'était en quelque sorte une plaque tournante pour l'île. Cette cité s'étendait jusqu'à la mer, sur 200 ou 300 mètres. Mais alors que la civilisation minoenne était à son apogée, cette ville a été complètement rasée, anéantie par une force terrible. Qu'est-ce qui a détruit Palais-Castro? Enfoui sous cette cité minoenne, sous plusieurs couches d'argile et de terre, des dépôts de cendres d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur font penser à un événement catastrophique. Non loin de là, des archéologues ont découvert un vase décoré avec beaucoup de raffinement. Mais cette fois-ci, le taureau a laissé place à un autre animal, la pieuvre. D'où venaient ces cendres ? Cet événement avait-il le pouvoir de changer à jamais la culture minoenne? Yann cherche des traces de destruction dans les couches de boue sur le rivage de Palais-Castro.
On voit des blocs de pierre qui sont tombés, des pavés très joliment taillés. On retrouve des poteries minoennes un peu partout, des morceaux de sol en plâtre. Et là, on a une partie de mur très bien conservée. C'était sûrement un pilier en pierre de taille. À côté, on a une dalle tombée d'un étage supérieur. Ici, on dirait que c'est tout un escalier qui s'est écroulé. Les habitants de la cité ont eux aussi été impactés. Là, c'est un os humain qui ressort. Je crois même que c'est un crâne qui a été brisé en 1000 morceaux. Pour Yann, ce niveau de dévastation est le fait d'un méga tsunami qui a frappé les côtes crétoises. Une vague immense est arrivée et a emporté avec elle toute une partie de la cité vers l'intérieur des terres avant de la ramener vers la mer et d'en déposer les restes. Elle a tout détruit. Le tsunami a frappé la ville avec assez de puissance pour raser les bâtiments et projeter les animaux des profondeurs sur la terre ferme. Imaginez ce que les habitants de Palais Castro ont ressenti quand ils ont vu cette immense vague de plusieurs dizaines de mètres de hauteur fonçant vers la cité et détruisant tout sur son passage. Mais qu'est-ce qui a bien pu créer cette gigantesque vague? Sur les plages de Palais Castro subsistent encore les traces d'une autre catastrophe naturelle qui a frappé les Minoens. Ce sont des pierres très claires, dans lesquelles il y a plein de bulles. On en trouve sur toutes les plages de Crète. Elles n'ont pas l'air comme ça, mais elles sont issues d'un événement naturel très violent. C'est de la pierre ponce, une roche qui se forme à l'intérieur d'un volcan. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle flotte. Elle flotte grâce aux bulles de gaz qui ont été enfermées dans la pierre lorsqu'elle a été projetée par l'éruption. Mais il n'y a pas de volcan en Crète. Ces pierres ponces ont-elles pu être charriées ici par un tsunami déclenché par une éruption volcanique? Le volcan le plus proche est sur l'île de Santorin, qui se trouve à plus d'une centaine de kilomètres dans cette direction. Santorin, l'île en forme de fer à cheval, se trouve à 110 km au nord de la Crète. Mais il y a 3500 ans, elle était très différente. Lors de l'apogée de la civilisation minoenne, le volcan de Santorin a explosé, projetant des cendres à 36 km dans les airs. Quand une partie du volcan s'est effondrée dans la mer, elle a déplacé d'énormes quantités d'eau, ce qui a créé un redoutable tsunami. La vague a frappé de plein fouet le littoral crétois, anéantissant les villes côtières. Yann examine les vestiges de cet ancien comptoir commercial. Nous nous trouvons dans le hall d'entrée d'une ancienne demeure minoenne. C'était la pièce la plus belle de la maison. Il faut imaginer des murs décorés et un sol totalement recouvert de magnifiques dalles rouges comme celle-ci. Aujourd'hui, mis à part le sol, il ne reste plus rien de cette maison. Tous les murs ont disparu. La seule chose qui demeure, c'est le sol et ce qui se trouvait à son niveau. Le tsunami est arrivé et a tout emporté. Seul le sol est resté. Certains pensent que ce raz-de-marée a peut-être même inspiré le mythe de l'Atlantide. L'éruption a aussi détruit une colonie minoenne sophistiquée sur Santorin, une cité qu'on identifie souvent comme la fameuse ville engloutie. En Crète, les archéologues pensent que ces deux catastrophes ont réduit toute l'île à la famine, même Knossos. Les cendres ont recouvert leurs champs, elles ont détruit leurs récoltes, obstrué leurs puits, tué leurs animaux. Le tsunami a dévasté les installations portuaires et décimé leurs partenaires commerciaux. Tout ça annonçait un déclin et les choses n'ont fait qu'empirer. Certains experts pensent qu'après le tsunami, les Minoens se sont tournés vers de nouveaux symboles de pouvoir et vers les animaux marins pour les protéger des dangers venus de la mer.
Le tsunami a apporté avec lui des créatures marines, et ces créatures, comme les pieuvres et les étoiles de mer, ont tout de suite fait leur apparition dans l'art minoen. Ça veut dire que les activités religieuses ont aussi été modifiées par le raz-de-marée. L'éruption volcanique et le tsunami marquent le début du déclin de la puissance minoenne qui a duré plusieurs siècles. C'est peut-être le souvenir de cet événement traumatisant qui, au fil du temps, a donné naissance au mythe de l'Atlantide. Mais les archéologues pensent que les Minoens n'ont survécu que pour affronter un ennemi encore plus redoutable. L'archéologue Maria Vlasáki s'est rendue dans la cité minoenne de Sidonia. Ici, plusieurs découvertes montrent que la Crète était désormais dirigée par un autre peuple. Parmi les vestiges enfouis sous la ville moderne, un faisceau d'indices évoque un changement de style architectural. Au-dessus des petites pièces typiques de la conception minoenne et de Knossos, de nouveaux agencements font leur apparition. Là, c'est un bâtiment de la période minoenne. Il comportait plusieurs petites pièces. Et au-dessus, on trouve des bâtiments plus grands. Quel est ce nouveau peuple qui construisait ces bâtiments au-dessus de la ville minoenne? Maria va examiner le crâne d'une jeune fille de 16 ans. Il date de la période où on a constaté un changement architectural, l'époque où la civilisation minoenne a commencé à disparaître. Le crâne porte des traces de blessures mortelles. Ce que nous voyons ici, c'est un trou fait par une épée qui servait à ouvrir les crânes en deux. Pour Maria, ces blessures sont le fruit d'un acte terrible, parfois associé à des périodes de troubles comme celle-ci. Un sacrifice humain. C'est un rituel rare et violent. On a retrouvé seulement 2 autres cas en Crète. Reste à savoir pourquoi les habitants de Sidonia se sont livrés à un acte aussi désespéré. Maria pense que cette jeune fille a été tuée par son propre peuple après qu'un séisme a frappé la ville. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ce terrible tremblement de terre avait frappé leur ville. Alors ils devaient donner aux dieux ce qu'ils avaient de plus précieux. Et une vie humaine, c'est ce qui a le plus de valeur. Les archéologues ont également trouvé des ossements d'animaux. Ils ont tué 43 chèvres et moutons, quelques cochons et une jeune fille. Les éléments archéologiques montrent que cette victime n'était pas minoenne. Pour Maria, cela indique qu'un nouveau peuple était arrivé en Crète, les Mycéniens. Les Mycéniens étaient une civilisation grecque en plein essor. Selon les archéologues, ils ont débarqué en Crète en grand nombre après l'éruption volcanique et le tsunami pour profiter de la situation. Ils ont bâti des villes comme Sidonia pour rivaliser avec Knossos, avec de nouveaux styles architecturaux et des systèmes de croyances très forts. Maria examine une tablette datant de leur arrivée en Crète. On l'a trouvée au même endroit que la jeune fille. Elle montre que les Mycéniens ont introduit une nouvelle langue, le grec. Cela prouve qu'à Sidonia, c'était les Mycéniens qui gouvernaient. Les Mycéniens ont même fini par prendre le contrôle de Knossos. C'était la fin de la société minoenne. Ça a marqué le déclin de la civilisation minoenne. Elle a été remplacée par une nouvelle culture. Les derniers jours de Knossos sont entourés de mystères. Mais le professeur Jan Driessen a essayé de trouver des éléments de réponse. Knossos a été détruit dans un incendie. Cet incendie devait être énorme. On voit encore des traces noires sur les murs de la salle du trône. Tout a brûlé. Et après ça, Knossos n'a plus jamais été occupé. C'est devenu un lieu mythique. L'âge des Minoens était terminé. Mais les histoires de ce grand peuple ont traversé les siècles. Leur capitale, qui a inspiré tant de légendes, restera à jamais dans l'imaginaire grec.
Les Minoens resteront dans les mémoires pour leur architecture extraordinaire, leur art, leur système administratif sophistiqué et leur puissance commerciale. C'est elle qui a permis de propager leur culture dans l'est de la Méditerranée, où elle a dominé pendant des siècles. La complexité, la taille et la décoration impressionnante du palais de Knossos continuent de fasciner le monde entier. L'histoire de Knossos ne ressemble à aucune autre dans le monde antique. C'était une ville-palais unique, la capitale des Minoens. Véritable prouesse architecturale, Knossos formait le cœur d'un empire. C'était le chef-d'œuvre de la première grande civilisation d'Europe.